Bonjour chers auditeurs et merci de nous avoir rejoints. Vous écoutez Tout en bloc, un podcast bilingue français et anglais qui passe sur la chaîne Blockchain Radio. Alors ce podcast couvre tout ce qu'il y a à voir avec le monde de la blockchain, éducation, nouvelles, devises crypto, SEO et pop culture blockchain. Mon nom est Otalia Dobrousse, je suis votre hôte basée à Toronto, Canada, où la matinée est en train de se terminer. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme d'exception, Masha Prusakova. Elle est cofondatrice et directeur juridique à CryptoPeer Lab. Alors sans plus attendre, bonjour Masha. Bonjour à tout le monde, très Oui, bon. enchantée, très contente de faire partie de ce podcast. Oui, et merci aussi de participer à cette interview. Alors, comment vous allez? Très bien, je suis actuellement à Los Angeles. Avec mon équipe, on a fait partie d'une film Crypto Cake. C'est une TV show aux États-Unis sur le crypto et blockchain. Donc, on était dans un vrai studio et c'était assez impressionnant de voir comment est-ce que les films se filment à Los Angeles. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et quand est-ce que le film passe? Je pense que c'est un TV show. Ça va commencer dans quelques mois et puis ça va être 3-4 séries par semaine. Donc, ça va être assez intense. Et le show, donc, il couvre les devises crypto ou c'est un peu plus général? En fait, ce sont les entretiens avec les différents personnages de crypto et puis il y a également quelques épisodes sur les white paper et yellow paper. Donc, il y aura un professionnel qui va expliquer qu'est-ce que c'est white paper, comment le lire, comment l'écrire. Donc, vraiment, regarder mot par mot comment ça marche. Et puis, il y a un autre épisode qui va analyser les monnaies également, dire quelle monnaie crypto a monté, quelle a baissé, pourquoi, le technical analysis. Donc, vraiment tout. C'est un gros projet, c'est juste le début, mais je vais vous informer comment ça marche dans le futur. Et vous savez déjà sur quelle chaîne le show va passer? Non, pas encore. Ça va être plusieurs chaînes. Ils ont fait les accords avec Netflix et d'autres. Bon, eh bien, on attend avec impatience, hein, parce que c'est quand même nouveau comme concept. Le concept d'une chaîne dédiée juste à la blockchain et qui passe sur les médias, les mass médias. Donc, oui, donc on attend tous d'en apprendre plus. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une petite introduction sur vous-même pour que nos auditeurs puissent mieux se familiariser avec ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, je viens de Russie. Je suis russe d'origine, mais à l'âge de 16 ans, je suis partie en France pour faire mes études de droit à la Sorbonne. Donc, je suis avocate en France. Et j'ai travaillé également à Paris, à Clifford Chance, dans le Merger Acquisitions, dans le GoLink, WLG. C'est le plus gros cabinet d'avocats au Canada. J'ai travaillé dans le droit de banking and finance. Et avant ma carrière d'avocate, j'étais une athlète de haut niveau en snowboard halfpipe. Donc, je représentais la Russie dans les Jeux olympiques 2006. Et donc, c'est un peu ma jeunesse, c'est passé dans le sport. Donc, après être une athlète, l'avocate, puis j'ai travaillé dans les banques privées en Suisse et à Monaco. Et quand j'étais à Monaco, j'ai commencé à aider un ami à moi, un trader, à créer son Bitcoin Exchange Xgate. Donc, je faisais un petit stage à l'âge de 24 ans pour lui. J'apprenais qu'est-ce que c'est Bitcoin, comment est-ce que le prix fluctue. Donc, c'est depuis 2014 que j'ai commencé à m'intéresser.
dans la crypto-monnaie. Et puis, Intéressant. Et vous avez acheté Bitcoin à l'époque? ou assister, ça veut dire? Est-ce que vous avez acheté Bitcoin à l'époque? Non, j'ai acheté juste l'année dernière, D'accord. l'été dernier. Ouais, là, j'étais à mon ami, j'ai fait un petit stage dans ce blockchain, dans ce Bitcoin exchange. Oui, D'accord. et du coup, ensuite, j'ai eu le scholarship pour étudier aux États-Unis à Berkeley. Et je suis partie il y a 2 ans à Berkeley pour mon master de droit. J'ai fini mon master et je pensais retourner en Europe pour continuer ma vie tranquillement. Mais à San Francisco et Silicon Valley, il y a tellement d'opportunités. Les gens travaillent dans le crypto, dans le venture fund. Tout le monde est tech. Il y a des tonnes de startups. Donc, c'était tellement passionnant que j'ai décidé de prendre un rôle dans le PR studio pour les blockchain startups. C'était aussi une société de mes amis. Donc, pendant 9 mois, j'ai aidé une société faire le PR pour les startups spécialisées dans le blockchain, donc pour les pre-sales, pour les ICO et pour les post-ICO. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'application de blockchain dans la vie, dans la société, comment ça marche. Et j'ai appris également à faire du PR. Et ensuite, quand mon contrat était fini avec le PR Studio, j'ai rencontré ma cofondatrice Alexandra Karpova et on a décidé de faire notre société à nous. Et comme je savais faire le PR, elle était très forte en networking. On a réuni nos forces et on a créé CryptoPR Lab. Donc, CryptoPR Lab se spécialise dans le PR pour les startups dans le blockchain et pour les conférences dans le crypto. Donc, on facilite le media coverage dans les gros outlets comme Forbes, Entrepreneur, Fortune, New York Times, le crypto media comme Cointelegraph, Coindesk, Bitcoin.com, Bitcoin Magazine et les autres. Puis également, on aide les projets à rencontrer les investisseurs. Donc, on fait les introductions aux crypto funds, crypto investors. Et puis, ça aide à nos projets de, comment on dit en français, raise the money, monter le capital. Ouais. Lever de fonds, lever de fonds. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Lever les fonds. Puis également, on parle beaucoup aux conférences sur le sujet de PR, marketing, également regulation, vu que je suis avocate. Par exemple, le mois prochain, on va à Bali pour le X-Blockchain Forum, où je parle sur les femmes, le travail des femmes en crypto. Donc, c'est ça, en cours, mon bio et ce qu'on fait maintenant. Oui, c'est très intéressant. Vous avez un background très, très impressionnant. Et le travail que vous faites en ce moment est aussi, est aussi très intéressant. Mais donc, vous me disiez tout à l'heure que vous travaillez beaucoup avec les startups. Et en faisant partie du monde de la Silicon Valley, vous voyez en fait beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Alors, comment est-ce que vous arrivez à allier cet intérêt avec une politique plutôt restrictive provenant des gouvernements américains quand il s'agit du monde crypto? Comment vous arrivez à allier les deux, l'intérêt qu'il y a pour cet environnement foisonnant et la politique restrictive au niveau des régulations qui limite en fait ce que les gens peuvent faire? Oui, c'est une très bonne question. Ce qui se passe aux États-Unis du niveau réglementaire n'est pas du tout clair. C'est pour ça il y a de moins en moins de startups qui font ICO
aux États-Unis, il n'y a pas énormément d'investisseurs américains qui ont le droit d'investir dans les startups américains dans le cadre de pre-sale ou ICO. Et comment faire, en fait, c'est si vous êtes un startup aux États-Unis, vous voulez vraiment lever les fonds aux États-Unis, il faut suivre la règle de SEC à la lettre. Il n'y a pas vraiment des lois comme il y a en Malta ou en Suisse qui parlent directement de cryptocurrency. Il y a juste les lois sur les securities qui sont appliquées aux cryptocurrency. Donc, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé le test qui s'appelle le Howard Test. C'est un test qui existait depuis 1970 pour dire que si cet investissement est security, et si c'est une security, il doit être enregistré avec Securities and Exchange Commission. Et l'enregistrement coûte environ 3-4 millions de dollars. Donc, il n'y a pas de start-up qui peuvent se permettre d'enregistrer leur token offering en tant que securities à cause des coûts très élevés. Donc, comment on fait? On essaie de prouver que le security token, le sales of the token qu'ils font, c'est utility token, c'est-à-dire que c'est pas une security, c'est pas un investissement. Les personnes qui vont les acheter n'ont pas intérêt à que le prix des tokens monte. Il n'y a pas de advertisement que c'est une sale of tokens. Donc, tout le monde essaie de faire en sorte que c'est utility token. Mais le chairman de la SEC a précisé que tous les ICO qu'il a vus, ce sont security tokens. Et c'est illégal. Donc, à cause de ce problème maintenant, les sociétés qui choisissent d'être aux États-Unis, ils sont obligés de passer par l'exemption des lois de securities aux États-Unis qui s'appelle Regulation D. Et selon Regulation D, c'est possible de lever les fonds sans devoir enregistrer leur structure et leur projet avec SEC si on lève pas plus que 5 millions de dollars. Donc 100 millions de dollars, on peut lever sans enregistrement. Si on lève plus, on a droit de lever que des accredited investors, donc les investisseurs accrédités. Les investisseurs accrédités aux États-Unis signifie que soit vous avez le income de 200 000 dollars par année seul ou avec votre épouse 300 000 dollars par année dans les deux dernières années à venir, à passer et maintenant, ou bien vous avez 1 million dans le savings sans compter la maison. Donc, vous êtes l'investisseur accrédité et vous devez faire énormément de papiers pour prouver et avoir l'autorisation d'investir dans ce ICO. Puis, les ICO, selon l'exemption de Regulation D, ils n'ont pas le droit de faire any marketing du fait qu'ils font le ICO. Donc, ils ne peuvent pas mettre ça sur le site, ils ne peuvent pas aller aux conférences. Donc, c'est vraiment difficile de dire à tout le monde qu'on lève les fonds si on n'a pas le droit de faire aucun advertisement en marketing. Donc, c'est vraiment bouche à l'oreille et parmi les gens qu'on connaît. Donc, il y a énormément de restrictions aux États-Unis et c'est pour ça de plus en plus les sociétés vont faire ça en Europe, en Estonie, Lituanie, en Suisse, surtout en Malta. Donc, je peux dire que concilier l'intérêt des startups en blockchain et l'intérêt du gouvernement américain n'est pas très facile. Et si le gouvernement américain ne décide pas à
à avoir les règles plus claires et moins restrictives, il y aura moins en moins d'argent dans le crypto aux États-Unis, je pense. Mhm. Mais quand même, bon, alors, la règle, c'est si c'est moins de 100 millions de dollars, c'est OK, mais si c'est plus, à ce moment-là, vous pouvez seulement vous référer aux investisseurs accrédités. C'est bien ça. C'était bien 100 millions de dollars, Ouais, n'est-ce pas? Alors, ouais. il me semble quand même que avec 100 millions de dollars, c'est quand même facile de mener n'importe quel projet à bien. Ça 100 millions de dépend. Non, dollars, c'est quand même assez, non? non, les gens, ils raisent entre 30 et 100 millions parce qu'ils créent les technologies qui sont tellement nouvelles que si on va employer les PhD de Stanford, Harvard, MIT, leurs salaires sont 300 000 par année et après 1 ou 2 ans, il n'y aura plus de rien va se laisser après 100 millions. Et puis le blockchain technology, c'est tellement nouveau, c'est tellement cher. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc 5 millions, c'est pas vraiment assez. Sauf si on fait le bootstrap. La société a déjà les revenus et peut payer pour ses coûts. Donc il n'y a pas beaucoup de ICO qui lèvent 5 millions. D'habitude, c'est beaucoup plus. Mhm. Et donc, dans cette optique, pour pouvoir justifier, pour qu'une compagnie puisse justifier qu'ils ont vraiment besoin de 100 millions pour pouvoir mener à bien leur projet blockchain, il faut aussi qu'ils puissent montrer qu'ils font quand même partie du top de tous ces projets blockchain qu'on a en ce moment. Parce que normalement, ou plutôt la rhétorique en ce moment, c'est euh, dans les 100, pour chaque 100 projets blockchain qu'il y a, il y a seulement ou plutôt il y a seulement un projet blockchain qui vaut la peine en fait de poursuivre. Alors, comment vous faites pour justement déterminer avec quelle start-up travailler? C'est une très bonne question et c'est toujours pas facile. Donc, avant de travailler dans le blockchain, j'ai également travaillé pour un venture fund, le fonds d'investissement dans les startups. Donc, mon travail, c'était de choisir les startups où on va investir. Et je peux dire que dans les 6 mois de mon travail, j'ai regardé peut-être 500 projets, 500 startups pour le seed level ou Series A investment. Et pour toutes les startups que j'ai trouvées, mon fonds n'a investi que dans les 2 startups dans les 6 mois. Donc, c'est très difficile à trouver les sociétés qui en fait ont l'air bons et forts et legit. Donc, les startups qui viennent dans la société Bourpiard, souvent, ils viennent de notre network. Donc, ils viennent des gens qu'on connaît, des investisseurs, des advisors. Et quand les gens viennent des ressources à qui on fait confiance, c'est plus facile. Puis, on a également des analystes dans notre société qui vont analyser le white paper, qui va demander les personnes autour qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet et tout. Donc, on a les analystes, les startups viennent de nos personnes proches à qui on fait confiance. Également, on regarde si les fondateurs de startups ont investi leur argent propre. Par exemple, un de nos projets, iGo.ai, c'est une artificial intelligence personal assistant on the blockchain. Donc, c'est comme Siri ou Alexa, mais on garde tous nos données personnelles parce que tout est enregistré sur le blockchain et il n'y a plus Google ou Amazon qui peut avoir l'accès aux données
qui on communique au personal assistant. Donc, dans le IGO, le fondateur Peter Ward, lui, il avait une vingtaine d'années d'expérience dans le AI. Il a investi 3 millions de dollars de son propre argent dans le IGO. Et il a une équipe d'une quinzaine de personnes, des PhD. Il travaille depuis 2 ans sur le projet. Donc, on voit qu'il y a la vraie passion pour ce sujet et le vrai intérêt de l'équipe que ça réussit. Dans ce cas-là, on croit au projet et on voit que ça peut vraiment réussir. Dans ce cas-là, on le prend et on introduit aux investisseurs. Et dans la plupart des cas, ça marche. Les investisseurs sont très contents de leur investissement. Mhm. Et quand vous faites ces sélections des meilleurs projets avec lesquels travailler, est-ce qu'il y a parfois une composante ou une partie qui se repose sur une analyse quantitative? Parce que, bon, blockchain est une technologie innovante. Il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très difficile de déterminer quel est le meilleur projet, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup, mais très difficile de déterminer quel est le meilleur projet. Donc, vous avez souvent à baser vos décisions aussi sur les personnes derrière le projet, l'équipe derrière le projet, n'est-ce pas? Mais est-ce que aussi vous avez des critères plus quantitatifs sur lesquels vous basez ces décisions? En fait, pas vraiment. Je pense que les critères qu'on a, c'est la référence, d'où vient ce projet, puis c'est l'analyse de nos analystes, et enfin c'est l'équipe. Est-ce que les gens ont investi leur propre argent? Est-ce que l'équipe est douée? Est-ce que l'équipe a l'expérience dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent full-time ou non? Est-ce qu'ils ont déjà une équipe avec des PhD, des chercheurs dans cette industrie? Donc, c'est plutôt ça, les critères. Alors, pour en revenir donc aux réglementations et lois qui régissent en ce moment l'industrie blockchain, quelle différence voyez-vous quand il s'agit, ou plutôt par rapport aux différents pays dans lesquels vous travaillez? Donc, vous avez mentionné tout à l'heure que vous travaillez beaucoup avec Malte, vous travaillez beaucoup en Suisse. Alors, quelles sont les petites nuances qu'il y a entre les réglementations provenant de chacun de ces pays qui sont quand même favorables à l'industrie crypto? Oui, d'accord. Oui, dans les différents pays en Europe, ce que je peux dire, Malte a gagné ce race de blockchain regulation. Vu que le 4 juillet, ils ont passé les 3 textes qui concernent directement le cryptocurrency. Donc, ils ont établi l'autorité qui gère expressément le cryptocurrency, qui vérifie tous les projets qui vont s'installer à Malte. Donc, il y a une autorité spéciale. Comme aux États-Unis, il y a Securities Exchange Commission pour les securities. Il y a Commodities and Trade Commission pour les commodities, pour les obligations. Donc, il y a IRS pour tout ce qui concerne la propriété et les impôts. Et à Malte, mais aux États-Unis, il n'y a pas d'autorité qui gère que le cryptocurrency. Alors qu'à Malte, ils ont créé cette autorité-là. Donc, ça, c'est impressionnant. Il y a donc tout un département du gouvernement qui s'occupe que de cryptocurrency et pas d'autre chose. Puis, ils ont passé des lois qui autorisent les ICO, qui donnent les guidelines de comment les ICO marchent, qui fait la différence entre utility token, security token et entre
également le payment token. Donc, je pense que Malte, c'est super. C'est pour ça qu'il y a énormément de exchanges, de sociétés qui vont maintenant à Malte et ils ont également pas énormément d'impôts pour ces sociétés-là. Donc, ils sont vraiment à l'avance. Puis, ce qui concerne Suisse, la Suisse essaie de s'établir en tant que crypto-valley du monde et en janvier 2018, pendant le Crypto Finance Conference à St. Moritz, un des présidents de la Suisse a déclaré que le projet du gouvernement, c'est de faire de la Suisse la nation prime de crypto-monnaie. Donc après ça, il y a vraiment énormément de lois qui ont passé. Par exemple, à Zug, on peut payer ses frais administratifs pour faire le nouveau passeport ou les cartes d'identité en Bitcoin ou en Ethereum. Donc ça, c'est assez impressionnant. Puis au canton de Ticino, ensuite, on peut payer les impôts en Bitcoin. Donc pourquoi pas? Donc c'est assez génial. Également, ils ont les lois, pas énormément des lois qui concernent la crypto-monnaie, mais ils ont également le guideline et l'autorité FINMA, donc Financial Authority en Suisse. Il peut regarder les projets ICO. Donc, ce qui se passe, c'est que quelqu'un veut faire ICO et enregistrer sa société en Suisse. Il va dans le cabinet d'avocats, par exemple, PwC, qui sont très spécialisés en blockchain. Ils vont prendre le conseil et PwC, après avoir fait le due diligence sur le projet, il va poser la question à FINMA pour demander est-ce que ce projet a des risques, est-ce que c'est autorisé de faire ICO ou non. Donc, il y a vraiment le FINMA, il prend soin des ICO qui se passent en Suisse et il est d'accord pour regarder sur les projets, ce qui ne se passe pas aux États-Unis, par exemple. Donc, je pense que Malte est très avancé. La Suisse est aussi assez avancée dans le sujet. Et oui, donc je suis très contente pour l'Europe, pour que les regulations soient un peu plus claires qu'aux États-Unis. Et quand vous dealez donc avec les clients qui aimeraient soit émettre un utility token, un token utilitaire, si on peut dire cela, ou un token financier, un security token. Est-ce que vous avez des préférences par rapport au pays avec lesquels vous préférez transiter? On a beaucoup de clients qui viennent des États-Unis, donc on travaille déjà avec les clients américains. Parfois, il y a des clients qui viennent de l'Europe aussi, de la Suisse ou de Lituanie, par exemple. Mais si j'ai un client qui vient de l'Afrique ou d'un pays à l'Asie où crypto-monnaie est interdit, par exemple, je sais pas, il y a certains pays où c'est interdit, par exemple le Népal, on va pas prendre le projet qui va ensuite nous apporter des problèmes. Donc, on essaie de travailler avec les pays ou les projets des pays où c'est permis, c'est légal, où on a au moins une certaine clarity sur ce qui se passe. Donc, vous êtes très, très international. Hein? Oui, c'est vrai, je suis russe, française, j'habite aux États-Unis et mes projets sont de partout dans le monde. Et donc, dans votre équipe, vous avez combien de personnes et quelles sont les différentes expertises en fait que chaque personne apporte à l'équipe? On a l'équipe de 6 personnes, donc c'est moi qui gère les affaires juridiques. Également, je fais le PR. On a Alexandra qui fait nos sales, plutôt il fait les sales et le PR. On a également le Business Operations Manager, Madi. Lui, il s'occupe de tout ce qui est operations, donc gérer les relations avec les clients, gérer
toutes les opérations internes. Puis, on a également le PR manager qui s'occupe de la communication avec les journalistes. On a le content writer, c'est la personne qui va écrire le press release pour les clients. Et on a également une digital marketing person qui s'occupe de notre CEO, de digital marketing, de Twitter, médias, Facebook, notre présence est là, que personne n'oublie qu'on donne toujours des nouvelles et tout ça. Et on a également un stagiaire qui vient de finir son master, son MBA à San Francisco. Donc, il nous aide avec les présentations et le travail sur le proposal pour les clients. Et on a aussi une assistante qui se base à Saint-Pétersbourg. Je pense qu'on a déjà 7. Ouais. Et donc, entre vous 6, vous êtes capable de couvrir quelle langue? Oui, on est très international. On couvre, on parle russe, français, anglais, arabe, allemand, espagnol, donc pas mal de langues, mais on travaille surtout en anglais. Parce que, je suppose que c'est parce que aussi les mass médias, la plupart quand même sont en anglais, hein, donc comme Forbes, Entrepreneur, Globe and Mail, est-ce que c'est la raison? Oui, c'est ça, c'est important parce que le média, digital media, c'est surtout en anglais. Par exemple, Cointelegraph, et eux, ils aiment bien faire également en français, en espagnol, en portugais. Donc, il y a beaucoup d'outils des autres langues. Je pense qu'aujourd'hui, les millennials et tout le monde parle anglais, tout le monde lit en anglais. Et qu'est-ce qui différencie votre agence de toutes les autres agences de PR qu'il y a en ce moment et qui essaient de donner le même service à ces compagnies dans le monde de la crypto? Oui, donc en fait, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup d'agences qui travaillent dans le crypto, vu que c'est une industrie très nouvelle. Et ce qui s'est passé, que c'est le traditional PR agency, ils ont commencé à se convertir dans le crypto. Ce qui est pas évident parce qu'ils ont fait le PR pour les cosmétiques, pour les health brands, pour les vélos, et là ils font le crypto. Donc c'est tout un processus de conversion. Et souvent ils savent pas les termes de blockchain, donc c'est tout un nouveau processus pour créer ça. Et nous on a commencé directement dans le PR. On est très rapide, on suit le crypto-monnaie et on a une network impressionnant dans le crypto. Par exemple, on connaît très bien le Don et Alex Tapscott, qui sont les figures très connues dans le milieu. Puis on connaît bien Roger Ver, qui gère le Bitcoin.com. On connaît Brock Pierce, qui est un des fondateur de Community Futurama. On était avec lui à Ibiza dans sa maison et avec tous ses amis pour une Futurama Conference. Donc, on a le network qui est assez fort. Donc, si notre société a besoin des advisors ou des investisseurs, on sait à qui on doit s'adresser pour aider nos startups. Et puis, comme nous sommes une agence boutique, c'est Boutique PR Agency, les fondateurs de notre agence, ils s'occupent eux-mêmes de chaque projet. C'est pas comme dans les grandes agences où il y a une cinquantaine de personnes, une centaine de projets, et les gens qui ont le plus de contacts avec les journalistes pour faire les articles, ils n'ont pas le temps pour tous les projets. Ils prennent 2, 3 les projets de ses copains et ils les gèrent. Et tous les autres projets sont gérés par les account managers qui sont très souvent nouveaux hires
Et ça fait pas autant de journalistes et les startups, ils n'ont pas les articles dans les meilleures presses parce que ils n'ont pas accès à ces journalistes. Alors que chez nous, comme nous sommes une petite agence et on ne prend pas plus que 7-8 clients en même temps, on essaie de donner notre attention à chaque société individuellement. Donc, je pense que c'est un travail de grande qualité car c'est vraiment toute l'équipe qui travaille sur un projet et les fondateurs, ils ont toute leur attention sur ce projet. Donc, alors, en parlant des connexions que vous avez, vous êtes aussi capable de connecter les compagnies blockchain à votre réseau World Economic Forum, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de, c'est quoi le World Economic Forum? 2, pourquoi est-ce que ces compagnies-là devraient être intéressées par le travail que vous faites avec eux? Oui, World Economic Forum, qui se passe à Davos chaque janvier, est une réunion des têtes d'État ainsi que des C-level executives de grosses sociétés, ainsi que de toutes les autres sociétés à Davos en Suisse. Et c'est une station de ski en Suisse. Et environ 35 000 et 40 000 personnes viennent à Davos pour cette réunion. Donc, Davos World Economic Forum, c'est comme G20 ou Union of the World Bank. C'est une très, très grosse conférence. Pas dans un endroit, mais vraiment dans chaque maison de Davos. Donc, chaque petite boutique, ski school, la boulangerie, le restaurant, tout ça devient un petit siège de Facebook, de Microsoft, de TradeSheet. Et tout le monde va organiser les cocktails, les réceptions, les panels, les breakfasts. Et je viens à Davos pendant 4 ans déjà. Et j'amène des startups à Davos. Et c'est quoi le bénéfice pour les startups de faire partie de Davos? C'est le fait que c'est beaucoup plus simple de lever les fonds quand votre société est exposée à all C-level executives, aux personnes très importantes et qui sont les personnes avec de l'argent. Donc, si vous faites partie d'un événement, vous faites le sponsorship d'un événement à Davos, il y a tout le monde qui, d'un coup, tous les gens les plus importants de ce monde qui viennent à Davos, ils vont savoir qu'est-ce que c'est le IGO ou qu'est-ce que c'est votre société Basico, parce que vous serez là, vous allez exposer, vous allez faire une panel discussion, inviter les gens importants, vous allez faire les cocktails et les personnes vont venir et demander « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Christine Lagarde à Davos, j'ai rencontré Bill Gates, on a joué au baby-foot avec lui, on a rencontré Enrique Iglesias, on a rencontré le Justin Trudeau du Canada, il était vraiment adorable, très gentil, il parlait à tout le monde. C'est là où j'ai rencontré Don Scott, et puis on l'a invité comme speaker à une conférence, il est devenu advisor à une de nos startups. Donc c'est vraiment le festival de networking, de très high level networking. Et je connais une dizaine de personnes qui, après avoir visité Davos Vert World Economic Forum, ils ont levé les fonds pour leur startup ou pour leur venture fund. Donc, c'est assez impressionnant. Le niveau de connexion que vous faites à Davos, c'est vraiment le meilleur que j'ai jamais vu. Donc, j'étais déjà 4 années et chaque année, je viens. Donc, si vous, personnellement, voulez faire partie de Davos World Economic Forum, s'adresser à moi. Il y aura mes contacts dans les subtitles, je pense, de ce podcast.
s'adresser à moi sur LinkedIn ou par email. Et je serais ravie de vous aider à avoir votre accès à Davos ou bien aider votre société de faire partie des événements, de vous trouver le panel où vous pourrez faire le speaker, où vous pourrez sponsoriser un event. Oui, donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui, j'ai l'impression, est sous-publiée ou sous-marketée, mais qui est quand même très puissante, hein, parce que les personnes que Ouais, vous venez de nommer, c'est des personnes vraiment d'influence. ouais, Donc, c'est impressionnant. Les gens que mhm, peut mhm. rencontrer et surtout que toutes les réunions, tout ça se passe dans des petits comités. Il y a 20, 30, 50, 100 personnes. Donc, c'est vraiment possible de parler au Bill Gates, au Justin Trudeau, de faire connaissance avec Christine Lagarde. C'est pas vraiment inaccessible. C'est pas que Christine Lagarde, elle parle et elle part. Non, elle reste, elle Mhm. est là, elle fait les cocktails, elle fait les dîners. Vous pouvez faire le dîner qui s'appelle Women Global Leaders, qui se passe chaque année à Davos. Et là-bas, il y a toutes les femmes les plus influentes du monde. Et vous pouvez avoir les tables avec eux. Donc, c'est très, très impressionnant et inspirant de venir à Davos. Mhm. Mais pour faire partie de cette crowd, est-ce qu'il faut forcément être une compagnie ou des personnes individuelles qui sont très intéressées parce que, par exemple, dans la blockchain, il y a aussi beaucoup de consultants indépendants. Est-ce que ces personnes aussi peuvent vous faire signe ou vous ne vous focalisez que sur les compagnies qui sont en train de développer des plateformes de technologie blockchain? Oui, je pense que les avocats, les consultants, les marketing specialists, ils peuvent également aller à Davos parce que ce sont également des gens intelligents et intéressants qui peuvent proposer de la valeur. Et c'est que surtout le blockchain devient de plus en plus intéressant. Et les personnages de Davos, the World Economic Forum, ils veulent apprendre sur le blockchain et c'est pour ça que on souhaite d'avoir plus de personnes dans cette industrie qui font partie de Davos. Mhm. Et pour faire pour avoir accès à vos services, est-ce que donc une compagnie ou une personne qui serait intéressée à faire partie du World Economic Forum, donc vous avez un service où vous arrivez à connecter ces personnes-là avec le World Economic Forum, ou les autres services que vous avez, PR et marketing, c'est aussi donc c'est ces services, donc les services que vous proposez aux personnes. Combien est-ce qu'elles devraient s'attendre à payer? Est-ce que vous avez une fourchette de prix que vous proposez? Oui, bien sûr, il y a des prix, mais il n'y a pas de prix énormes, totalement accessible. Donc, si vous voulez des informations, il faut me contacter par LinkedIn, par mon email, et je vais vous tout expliquer. Mhm. Et votre email, vous pouvez nous l'épeler Oui, maintenant? c'est Masha at cryptoprlab.com. Donc, Masha, c'est MASHA, arrobas, cryptoprlab.com. C'est mieux que vous Mhm. le notez aussi dans le podcast. Comme ça, les gens peuvent Mhm. voir. Oui, donc on notera votre information dans le détail du podcast, mais pour nos auditeurs, je répète, alors c'est Masha, MASHA, arrobase cryptoprlab.com, donc c'est CRYPTOPRLAB.com. Alors, Masha, tout à l'heure, vous avez mentionné travailler avec, ou plutôt vous avez mentionné le travail que Christine Lagarde fait quand il s'agit de promouvoir l'importance de la présence des femmes en business. Alors, est-ce que vous pouvez partager un peu ce que vous faites pour les femmes en crypto?
Donc, c'est sûr qu'il y a moins de femmes dans le crypto que les hommes. Donc, il y a environ 5% des femmes qui travaillent dans les crypto-monnaies, alors que les autres 95%, c'est les hommes. Donc, c'est pas un problème, c'est juste la réalité. Parce que les femmes, ils sont pas très intéressées dans ce qui est technique, vu que le blockchain, ça vient des developers. Donc, les developers, ce sont les personnes qui comprennent bien et qui codent et qui font l'informatique. Et les femmes ne sont pas intéressées dans cette profession-là. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent dans le blockchain development. Mais il y a des femmes qui font le marketing, le PR, le community building et tout ça, toutes leurs connaissances, ils ont pu transposer au blockchain. Et s'ils faisaient le marketing dans le parfum, ils savent que c'est marketing. Après, ils sont venus pour apprendre le blockchain. Ils ont commencé à faire marketing dans le blockchain. Donc, tout ça, c'est possible. Et ensuite, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes? Parce que les femmes, ils sont plus risk averse. Donc, ils n'aiment pas les activités de risque autant que les hommes. Et aux universités, par exemple, les femmes sont dit, oh, faites les études de droit, devenez avocat, faites les études de médecine, devenez le docteur. Donc, il y a toujours les routes qui sont établies pour un type d'études qu'on fait. Et il n'y a pas une route pour travailler dans une startup de blockchain. On ne peut pas faire le bachelor et le master dans le blockchain et devenir le blockchain specialist et travailler pour une société blockchain. Donc, le blockchain, c'est pas conservatif, alors que les femmes, ils préfèrent plus des activités moins risquées, des activités qui sont déjà établies et qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, alors que le blockchain, c'est tout nouveau. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de femmes? Travailler dans le blockchain, je pense qu'une bonne idée, ce sera de créer plus de masters ou de bachelor degrees dans la technologie blockchain, dans le crypto-monnaie et avoir ce topic dans les universités pour qu'on puisse vraiment apprendre comment ça marche. Puis, ce qui sera intéressant, c'est de faire les meetups et les conférences qui sont consacrées aux femmes. Que les femmes, pour qu'on donne la voix aux femmes. Et puis, il faut également reconnaître le travail des femmes dans le blockchain, parce que si on ouvre le Google ou le Cointelegraph, on voit surtout les fondateurs de sociétés, les hommes qui ont levé les fonds, qui ont fait un partnership. Donc, il y a plein de nouvelles qui surtout parlent des hommes. Mais il y a énormément de femmes qui travaillent dans le blockchain. Il faut juste les trouver, les mettre là-bas dans les médias, de montrer qu'il y a des femmes qui ont eu beaucoup de succès dans l'industrie. Et quand les médias parlent plus des femmes qui ont eu du succès dans le blockchain, les autres femmes qui comprennent pas encore les crypto-monnaies, ils vont dire, oh, si cette femme-là, elle a réussi, je veux aussi apprendre. Donc, les femmes, elles vont voir leurs zéro femmes, elles vont aller apprendre et vouloir travailler dans la technologie. Donc, je pense que c'est comme ça. Vous avez mis le doigt sur quelque chose aussi de très important, hein. Dans le monde de crypto, il y a une certaine séparation des fonctions, on dirait. Donc, tout ce qui est technique, code, développement de technologie, on a l'impression qu'il y a une forte concentration d'hommes là-bas. Par contre, tout ce qui est très relationnel, marketing, engagement de la communauté, on a seulement l'impression qu'il y a une forte concentration dans ce domaine des femmes. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration que l'industrie peut
introduire pour les femmes qui veulent non pas faire le relationnel, non pas faire du marketing, mais faire du développement? Oui, bien sûr, il y a des femmes, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent faire. Comment vous voyez l'industrie blockchain progresser dans le futur? Dans le futur, je pense que ça va se stabiliser. Il y aura les lois qui vont être plus claires aux États-Unis et partout dans le monde. Il y aura les autorités financières qui vont être responsables que pour la crypto-monnaie. Et vu que les lois vont être plus claires et plus stables, il y aura beaucoup plus d'investissements dans la crypto-monnaie parce que les investisseurs vont savoir qu'ils font quelque chose de légal. Et ensuite, je pense également que peut-être dans 10, 20 ans, on n'aura plus la monnaie qu'on a aujourd'hui. On n'aura plus de dollars ou de euros. On va faire toutes les transactions en ligne avec le Bitcoin et les autres monnaies. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aujourd'hui, Bitcoin et Ethereum ont une large part du marché en termes de capitalisation. Dans le futur, ce sont des monnaies ou des plateformes non existantes. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense que peut-être qu'il y a d'autres monnaies qui vont avoir la même capitalisation que Bitcoin et Ethereum. Surtout que Bitcoin, c'est limité à 21 millions, donc 21. Donc je pense que ces deux-là, ils vont rester dans les majorités, mais les autres vont également prendre le relais. Et est-ce qu'il y a des projets en blockchain en ce moment qui vous excitent particulièrement? Oui, il y a un projet qui s'appelle DeCico, dont le cofondateur est Laimonas Noreko, le CEO, le cofondateur. Ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de démocratiser les tokenized securities. Donc normalement, on peut investir dans les security tokens seulement si on est l'investisseur accrédité. Alors que la plateforme DeCico, cette plateforme-là, elle est régulée par le droit de l'Union européenne. Ils ont obtenu leur licence des banques et ils vont créer et faire le trading de security tokens qui sont également accessibles aux retail investors. Donc, c'est pas seulement accredited investors qui peuvent investir, mais c'est également le retail investors. Je pense que cette façon de démocratiser le security tokens, c'est vraiment une fascinante idée. Alors, merci Masha d'avoir partagé votre expérience, votre expertise, votre point de vue avec tous nos auditeurs qui vont partir avec un peu plus de connaissances sur le monde de la blockchain. On vous dit à la prochaine et on vous dit aussi bonne fin de semaine. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous et j'espère que j'ai appris les auditeurs quelque chose de nouveau. Et n'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant le blockchain et surtout si vous voulez aller à World Economic Forum à Davos. Je serai ravie de vous aider. Merci et au revoir à tout le monde.